Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Paris, en pleine nuit du 14 avril 1834. Dans les rues, les émeutes grondent, les soldats affrontent le peuple, les barricades se dressent. Dès les premières lignes, nous sommes happés par la fumée et la poudre. Les coups de feu claquent, les baïonnettes transpercent. Aux 12 rues Transnonain, la guerre entre dans les appartements. Femmes, enfants, vieillards, hommes, tous sont abattus sans distinction. 12 victimes au total, parmi elles un jeune homme, Louis Bréfort. À ses côtés, une jeune femme réussit à s'enfuir. Un flic au passé lourd qui se rince les boyaux et s'embrume l'esprit à coups de verre d'eau-de-vie se lance sur leurs traces. Qui était vraiment Louis Bréfort, que la version officielle accuse d'avoir tué un capitaine, et qu'est devenue Annette Vacher, que c'est elle. L'affaire de la rue Transnonain est un thriller haletant, brillamment écrit. Un roman qui mêle enquête fictive et faits historiques et qui nous plonge au cœur d'une nuit où l'histoire a perdu toute innocence. À Paris en 1834, les rues sont encore étroites et sombres, tortueuses, bien loin du Paris que Haussmann redessinera quelques décennies plus tard. Jérôme Chantreau nous plonge dans cette atmosphère poisseuse et dangereuse, où chaque détail compte. Les bruits, les odeurs, les cris des vendeurs ambulants, les cortèges, les claquements des bottes des militaires, les ombres qui se glissent dans les ruelles. On respire cette époque, on la sent, on la touche presque. Et c'est là toute la force du livre. Un voyage sensoriel dans un autre siècle. Un véritable régal de lecture. L'affaire de la rue Transnonain n'est pas qu'un roman. C'est un fait réel. En 1834, en pleine insurrection populaire, des militaires envahissent un immeuble, celui du 12 rue Transnonain, et massacrent 12 personnes. Pour bien plonger dans le récit, il faut replacer les événements dans leur contexte historique. Certains d'entre vous connaissent déjà cette période, et d'autres l'ont peut-être oubliée, et pour certains ce sera une découverte. Alors revenons un instant sur cette période bouillonnante. Nous sommes en 1834, entre deux révolutions, celle de 1830 et celle de 1848. Après la restauration de 1814, Louis XVIII monte sur le trône, puis vient Charles X. Roi ultra-monarchiste, profondément conservateur, il rêve de revenir aux valeurs de l'Ancien Régime. Mais en 1830, le peuple se soulève. Un vent anti-aristocratique gonfle les rues, les barricades s'élèvent. Ce soulèvement, on l'appelle les Trois Glorieuses. Delacroix l'a immortalisé dans La liberté guidant le peuple. Autre témoignage visuel marquant, scène de juillet 1830 de Léon Cougnier, où l'on voit le drapeau blanc français passer du blanc au tricolore. Face à la colère, Charles X se raidit. L'opposition libérale se renforce, Paris s'embrase. Finalement, Louis-Philippe est appelé au pouvoir. Il devient roi des Français et non plus roi de France. Symbole fort, les sujets deviennent citoyens. Pour le peuple, comme pour les différentes forces politiques, bonapartistes, républicains, légitimistes, il incarne un espoir. Plus de justice, plus de liberté, un équilibre entre les pouvoirs. En 1834, les émeutes reprennent. La colère gronde, les mécontentements s'accumulent. Louis-Philippe, dernier roi de France, revient sur ses acquis. Il muselle la presse, réprime les insurrections. Les crises s'enchaînent, l'économie vacille, et pour couronner le tout, une épidémie de choléra frappe le pays. À Lyon, c'est la révolte des canuts, les ouvriers de la soie. La critique monte contre le roi. Daumier, avec ses caricatures, le transforme en poire, une provocation qui lui vaudra d'attirer sur lui la foudre du pouvoir.
nous reparlerons de cet artiste gênant qui maniait le crayon comme une arme. Dans le roman, on croise aussi des figures historiques marquantes. Le Rollin, par exemple, ardent défenseur des idées républicaines, et surtout Adolphe Thiers. Né à Marseille en 1797, il aurait inspiré à Balzac le personnage de Rastignac. Personnalité controversée, il traverse presque tout le XIXe siècle politique. En 1830, il facilite l'arrivée au trône de Louis-Philippe. À l'époque qui nous intéresse, il est ministre de l'Intérieur. En 1848, il soutient Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence. En 1851, après le coup d'État de Napoléon Bonaparte, il s'exile. En 1871, l'Assemblée le nomme chef du pouvoir exécutif. On le reconnaît autant pour la répression sanglante de la Commune que pour avoir négocié la paix avec la Prusse, ce qui lui vaut paradoxalement d'être vu comme un libérateur. Voilà donc un aperçu de l'époque et de quelques figures historiques que vous croiserez dans ce livre, et vous en croiserez bien d'autres, croyez-moi. Revenons à Daumier. À cette époque, les caricatures et les dessins sont un véritable contre-pouvoir. Nous avons tous vu dans un livre d'histoire ou ailleurs cette célèbre lithographie, un ouvrier en chemise et bonnet de coton gisant au pied de son lit. Baudelaire, en 1857, en donne une description bouleversante. Écoutons-le. Dans une chambre pauvre et triste, la chambre traditionnelle du prolétaire, aux meubles banals et indispensables, le corps d'un ouvrier nu en chemise et bonnet de coton gît sur le dos, tout de son long, les jambes et les bras écartés. Il y a eu sans doute dans la chambre une grande lutte et un grand tapage, car les chaises sont renversées, ainsi que la table de nuit et le pot de chambre. Sous le poids de son cadavre, le père écrase entre son dos et le carreau le cadavre de son petit enfant. Dans cette mansarde froide, il n'y a que silence et mort. Cette lithographie qui échappe à la censure deviendra un élément déclencheur. Elle pousse la Chambre des Pairs à ouvrir une enquête sur le massacre de la rue Transnonain ce 14 avril 1834. L'événement provoque un scandale immense, mais l'injustice est vite étouffée par une version officielle, peut-être inventée de toutes pièces. Louis Bréfort, jeune artiste, aurait tué un capitaine en lui tirant dessus. Les militaires auraient alors envahi l'immeuble à la recherche du coupable. C'est là qu'entre en scène Joseph Luce, policier au passé trouble. À travers lui, Jérôme Chantreau mène une enquête minutieuse, cherchant à démêler le vrai du faux. Et peu à peu, on devine une manigance orchestrée au plus haut sommet de l'État. Mais pour le reste, je préfère vous le laisser découvrir par vous-même. Pour conclure, je dirais que ce livre frappe par sa puissance évocatrice et par l'immersion qu'il nous offre dans ce XIXe siècle de Louis-Philippe. Le thriller, mené d'une main experte, se révèle à la fois haletant et profondément engageant. À travers mon regard, un thème s'impose avec force, celui du pouvoir. L'auteur met en lumière ses failles au sommet de l'échiquier politique, un pouvoir obsédé par le contrôle de l'opinion, prêt à recourir aux mesures les plus extrêmes pour imposer son autorité. Jérôme Chantreau dénonce la violence d'un État qui se veut modéré, mais qui n'hésite pas à frapper fort lorsque ses intérêts sont menacés. Nous met-il en garde contre cette dangereuse volonté de plaire à tout le monde? La question reste ouverte, suspendue comme une ombre au-dessus du récit. Mais au-delà de l'arène politique, l'auteur interroge le pouvoir sous toutes ses formes. Celui patriarcal de l'homme sur la femme dans un XIXe siècle implacable, celui de l'argent, celui des bourgeois sur les miséreux. Les corps comme les esprits sont alors enchaînés, contraints de plier ou de se révolter. Car derrière chaque aliénation couve un désir de liberté. Annette, par exemple, se bat pour reconquérir son corps.
Et face à l'omnipotence d'une société figée dans sa hiérarchie, les opprimés cherchent la faille. Une confrontation libératrice, parfois brutale, qui remet en question l'ordre établi. Tous, comme ce policier, trouble et attachant, Joseph Luce, traquent obstinément leur part de lumière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous donnera envie de lire ce magnifique livre qu'est l'affaire de la rue Transnonain.